Oui, ce que je disais, c'est des cas de fraude scientifique ont été révélés par des étudiants ou des chercheurs qui étaient plus ou moins harcelés sous une pression très forte, qui ont révélé des manquements à l'intégrité scientifique. Et c'est comme ça que des grosses affaires se sont révélées aussi. Hein. Il n'y a pas que. Alors, le cas de Bonnet, c'est complètement différent parce que il a été révélé par une reviewer, une femme qui avait reviewé et qui visiblement l'avait pris en flagrant délit de modifier des figures, des légendes de figures qui étaient interconnectées, etc. Qui finalement, l'article a été accepté. Et donc, quand elle est partie à la retraite, elle ne voulait pas partir à la retraite sans lâcher le morceau, et c'est comme ça que ça s'est déclenché, hein, Jacques. Voilà. Comme ça, parce que c'est arrivé assez tôt, en fait. Ce qui d'ailleurs est assez inquiétant, parce que ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu peu pire, par exemple, elle n'aurait pas eu trouvé un canal pour s'épancher, ça n'aurait jamais été révélé. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être encore beaucoup de cas, même peut-être très importants, qui ne sont pas révélés. Parce que s'il n'y a pas de harcèlement, parce que ça arrive, qu'il n'y en ait pas, s'il n'y a pas de reviewer qui est frustré de voir des articles manifestement qu'il considère comme mauvais ou frauduleux et qui passent, c'est vrai que maintenant il y a des canaux pour s'exprimer et peut-être que ça peut se détecter plus rapidement. Il y a une volonté aussi, si tu veux. Enfin, dans le cas de Voynet, c'est intéressant parce qu'il a suivi les étapes d'une courbe de deuil. D'accord. Donc, globalement, il y a eu, c'est dans une courbe de deuil, quand tu as un deuil de quelque chose, et là, c'est exactement la même chose. Il y a eu un déni. Oui, ensuite, il y a une dépression. Oui, tout à fait. Avec colère. Ensuite, il y a l'acceptation, et il a essayé de nettoyer en fait ses économies d'OGS. Et il les a essayé de les nettoyer avec l'aide de ses thésards. Et ça a conduit à s'apercevoir qu'un de ces thésards avait totalement fraudé toute sa thèse. Et en face, il y a eu une volonté et du CNRS et des éditeurs, d'une certaine manière, de garder le linge sale en famille et de cacher un peu les choses. Jusqu'à ce que, en fait, il y ait à l'école polytechnique, là où il était en Suisse, qui est aussi un comité qui se mette à étudier l'affaire. Et par exemple, en fait, pendant très longtemps, le cahier de laboratoire de ce thésard qui avait totalement fraudé était sous embargo au CNRS, et le CNRS n'a pas voulu ouvrir cet embargo pendant un certain temps. Ah oui. Donc l'affaire, elle est, à un moment donné, quand tu as ce type d'affaire, tu as pas mal d'allers-retours, quoi, si tu veux, d'une certaine manière. Et quand on regarde au niveau de pire, donc quand tu as une détection d'un embellissement d'une figure, etc., Papy renvoie un mail vers les auteurs et vers l'éditeur pour qu'il y ait éventuellement une correction. Beaucoup d'éditeurs, en fait, essaient de freiner totalement le système. Parce que l'édition est devenue une entreprise économique et en fait, n'est plus là. Même si au départ, le pôle éditorial, c'est pour diffuser de la connaissance et que c'est les sociétés savantes qui ont externalisé en fait ce travail, au bout d'un moment, c'est la survie du pôle éditorial qui devient plus important que de diffuser en fait des connaissances. Oui, enfin, les éditeurs quand même font des progrès aussi. Hein. C'est vrai que l'écologie du système, recherche, chercheurs, institutions de recherche, éditeurs, etc. Bon, c'est un ensemble et chacun porte des responsabilités. Mais les éditeurs maintenant sont quand même assez méfiants, demandent les données brutes dans certaines disciplines. Partout. Et puis ils font, oui, enfin tout, on ne peut pas avoir des données brutes de tout, mais ça dépend. Mais bref, font quand même, essayent de faire un ménage pour ne pas se faire prendre. Hein. Oui. Mais ça c'est pas venu des éditeurs eux-mêmes. Oui, non, mais c'est l'écosystème. Je ne défends pas les éditeurs, je dis que ça s'améliore. Voilà. Le Lancet Gate, par exemple, c'est la non-possible. Enfin, et le Lancet, c'est déjà pas mal amélioré, etc. Mais c'est l'exemple même où il n'y a pas eu d'accès en fait aux données brutes.
Oui, mais le Lancet Gate, c'est une histoire très intéressante parce qu'elle montre, mais elle a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est que le Lancet a publié un article quand même retentissant puisqu'il s'agissait de traitements sur la Covid, donc que tout le monde attendait, le public en particulier. Il a pris un article proposé par 3 chercheurs qui s'étaient fondés sur des données qui étaient des données qu'ils avaient récupérées, mais qui n'avaient pas eu accès direct. Ils les avaient achetés en gros, et ils les avaient pas vérifiés. Donc ça c'est quand même extrêmement dommageable. Mais par ailleurs, on a quand même vu que le journal a retiré sous la pression, ce qu'il a appris très très vite, il l'a retiré en 3 jours, ce qui est quand même assez spectaculaire aussi et assez positif. Donc je trouve que à la fois l'éditeur a mal travaillé parce qu'il ne s'est pas rendu compte que les données sur lesquelles l'article était fondé n'étaient pas connues et valables. Donc il est coupable, les auteurs aussi, mais d'un autre côté, la rétractation extrêmement rapide et les excuses de l'auteur principal. Non, de l'éditeur du Lancet, c'est quand même quelque chose qui ne se serait pas produit quelques années auparavant. Mais je crois que c'est un peu mon opinion. Une petite touche d'optimisme quand même, parce que c'est vrai qu'actuellement, la réactivité de la communauté scientifique pour détecter des fraudes est exceptionnellement... La réactivité est extrêmement grande. Si on regarde dans les fin des années 90, avec l'article d'Andrew Wakefield, le lien entre le vaccin rougeole, oreillon, rubéole et l'autisme chez les enfants. Cet article est sorti, il a eu beaucoup d'impact, mais il a fallu attendre 10 ans pour qu'il soit rétracté. D'ailleurs, c'est un journaliste, Brian Deere, je crois, qui a détecté, il a mis du temps d'ailleurs, il a détecté un conflit d'intérêts d'abord, et ensuite il s'est intéressé à l'article lui-même. Et cet article, il a été rétracté, c'est un article du Lancet d'ailleurs, qui était ni fait ni à faire, enfin c'était assez lamentable comme article. Donc il fallait 10 ans à l'époque, donc fin des années 90. Après, il y a eu une grosse affaire, l'affaire Hendrickson, un physicien qui était nobelisable, qui travaillait au Bell Labs aux États-Unis. Un nombre incroyable d'articles dans Nature, c'est même Nature et Science qui sollicitaient pour qu'il écrive des articles. Il faisait un article par semaine à l'époque dans ces journaux-là. Il a fallu 2 ans pour détecter la fraude, que les personnes pouvaient reproduire les résultats. Donc 2 ans, c'est déjà plus rapide. Alors évidemment, tout a été rétracté. Mais il y avait un point quand même important, c'est que ces articles avaient plein de co-auteurs, y compris des gens très importants, et seul, on retient que le nom du fraudeur. Mais les co-auteurs, en général, y échappent complètement. Il y avait Bartram Batlogg qui a été co-auteur de près de 70, je crois, des articles d'Hendrickson. Donc sa réputation a quand même, elle en a pris un coup, mais il n'a eu aucune sanction. Alors qu'il est ici. Oui, c'est vrai, et ça soulève le problème des co-auteurs et des équipes. Puisque donc il y a une star et tous ceux qui travaillent pour lui sont en dessous, c'est dans l'affaire Voynet, sauf qu'il avait aussi un co-auteur qui était directeur d'un labo à Strasbourg, donc qui a été sanctionné aussi. Mais sinon, qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui travaillaient quelle est leur part de responsabilité? Quelle est la part de pression qu'ils ont reçue de la part de leur directeur? Et ensuite, que vont-ils devenir? Et là, on voit maintenant des problèmes nouveaux relativement nouveaux qui apparaissent avec ces équipes où il y a eu un manquement grave à l'intégrité scientifique. L'article, ou plusieurs articles, ont été rétractés. Donc pour Voynet, il y a eu 8 articles rétractés jusqu'à aujourd'hui, je crois. La liste va peut-être s'allonger. Donc que deviennent ces co-auteurs? Il arrive
que les co-auteurs d'articles rétractés, qui n'y sont d'ailleurs pour rien souvent, sont ensuite très maltraités dans l'évaluation future. Donc c'est assez compliqué. Et on peut se demander pourquoi ils n'ont rien dit. Enfin, c'est compliqué. Pour revenir, pour terminer, dans le record de détection de fraude, il y a eu une affaire dans les années 2010 qui était Haruko Bokata en biologie, qui avait découvert un moyen très simple de faire des cellules pluripotentes, deux articles dans Nature. C'était une jeune, elle avait quoi, 30 ans, hein, c'était une japonaise, bon. D'ailleurs, elle s'était complètement pipolisée parce que les journaux s'intéressaient plus à la manière dont elle s'habille, ce qu'elle fait, ce qu'elle se cuisine, etc. La détection de ces deux articles, ils ont été publiés le même mois dans Nature. En 14 jours, la fraude a été détectée. Ce qui pose quand même des questions parce que les reviewers n'ont rien vu, l'éditeur de la revue n'a rien vu du tout. Il y avait quoi, je ne sais plus combien, une dizaine de co-auteurs dans le même plus qui n'ont rien vu du tout pour des résultats totalement inventés. C'est quand même, ça pose question quand même. Et par contre, il y a eu un drame, c'est que le directeur adjoint de l'Institut Riken s'est suicidé quand il a appris, qui était lui par contre un scientifique très respectable et très respecté, et il s'est suicidé dans son bureau, je crois. C'est quand même... donc tout ça il y a tout un mélange de choses là-dedans, c'est quand même... C'était la gloire, parce que cette scientifique... ça lui a monté à la tête parce qu'elle avait été recrutée, elle avait été nommée directrice à 30 ans de ce laboratoire de reprogrammation cellulaire, je crois, à l'Institut Riken, hein, c'est ça. Donc il y avait très peu de femmes scientifiques au Japon, hein, c'était par rapport à pays occidentaux. Donc Noyori, qui était un prix Nobel de chimie, qui a voulu absolument la nommer là, bon ben. Elle était probablement honnête au début de sa carrière. Elle était honnête, elle avait fait une assez bonne thèse, et puis brusquement, elle a basculé. Et ça a été le même cas qu'Hendrickson. Hendrickson, il a basculé complètement, c'était un type certainement très brillant. Mais il y avait la pression, donc la gloire, parce que quand on vient, Nature et Science vous sollicitent pour écrire des articles, ça monte à la tête, c'est ce qui a été le cas. Mais il y avait aussi un autre facteur qu'on tient. C'était la pression même de l'employeur, parce que à l'époque où Hendrickson a travaillé, donc c'était à l'époque des nanosciences et nanotechnologies, l'électronique moléculaire, c'était la grande mode. Il y avait un fric fou dans le domaine. Mais c'est à l'époque où la société ATT Bell, qui avait un monopole, il y a eu une ouverture à la concurrence. Donc là, il fallait absolument avoir des résultats. Donc il y a eu une pression quand même sur les chercheurs pour obtenir des résultats qu'il n'y avait pas avant. Les Bell Labs il y a eu des prix Nobel aux Bell Labs parce que les chercheurs étaient libres. À partir du moment où il fallait fournir des résultats, je ne dirais pas que c'est la cause unique, mais en tout cas, ça a certainement contribué à pousser à la fraude quelqu'un qui n'était pas forcément destiné à ça. Au départ. Et ça, je crois que c'est un problème que l'on vit de plus en plus, parce que la pression, elle peut venir de deux endroits. Il y a l'excellent, le patron, qui lui pense peut-être à sa gloire personnelle, etc., mais la pression en dessous. Mais il y a aussi les institutions qui financent et qui mettent la pression. On peut avoir des pressions assez fortes. C'est exactement la réflexion qui est arrivée, je te dis, aux États-Unis, avec un point évident, en fait. C'est-à-dire, on considère, en fait, en science, de manière générale, la publication, il y a une volonté aussi de publier que les résultats positifs. Ah, tout à fait. Ouais. Or, il n'y a aucune raison, quand on teste quelque chose, qu'on ait une probabilité de réussite qui soit bien supérieure à ce qui se passe, par exemple, dans la création d'une start-up. Dans une start-up, les investisseurs considèrent que tu as 70% d'échecs. Dès que tu fais une recherche en préclinique ou en clinique, on considère que tu dois avoir 100% de réussite. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, tu vas embellir tes données pour passer
d'un résultat négatif, entre guillemets, c'est-à-dire tu testes une hypothèse, tu t'aperçois que cette hypothèse, en fait, que l'utilisation de tel ou tel médicament ne marche pas, par exemple, pour prendre un truc, mais tu vas faire en sorte que ça apparaisse comme positif. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et quand on regarde, c'est ce qu'ont fait les 3 académies il y a 2 ans, hein, il y a 80% des papiers publiés qui sont des papiers, en fait, non reproductibles, au sens où, en prenant leurs données, tu peux pas arriver à leur même conclusion et à leur même résultat. Oui, oui, mais alors sur l'autre point, là, tu disais, c'était les IPS, enfin les cellules reprogrammables. Il y a un problème, il y a un point où, là, c'est des cas particuliers, individuels, mais c'est assez intéressant parce que plus on veut avoir cette notoriété, plus ces manips vont être répliquées. Oui, tout à fait. Et elles vont être répliquées très vite maintenant. Donc, c'est une sorte d'auto-suicide à un moment. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, j'allais le dire quand tu as pris. C'est une sorte de suicide. Mais quand justement c'est des fraudes dans un domaine qui est très, très visible ou très important, où il y a un besoin de réplication, il y en a probablement un grand nombre, où le besoin de réplication est peut-être moins, où ça se fait dans la durée, on dit un tel, voilà, ça marche pas, et puis on passe à autre chose. Et là, ça se voit pas, on n'a pas de... Ça se voit pas, mais comme ça t'amène pas de notoriété, tout à fait. Ça n'a pas d'effet non plus. Ça n'a pas d'effet non plus. Ouais. En fait, quand tu regardes l'index de rétraction, si tu mets sur un graphe l'index de rétraction et l'impact facteur de journal, tu as une droite. C'est-à-dire que le nombre de papiers rétractés en pourcentage va être, les plus gros, ça va être sur le New England Journal of Medicine, ensuite Nature, Cell Science, etc. Oui, tout à fait. Parce que tu vas les détecter aussi plus facilement. Oui, c'est vrai. Comme en fait, c'est des scoops, d'une certaine manière, ils vont être répliqués. Et comme finalement, la quantité de chercheurs qu'il y a actuellement et la quantité... tu as beaucoup de sciences confirmatoires. C'est-à-dire que sur l'histoire de l'IPS, c'était extrêmement important et intéressant de pouvoir reprogrammer sans utiliser des vecteurs oncogènes, tout ça. Juste des changements de pH, des petites stimulations. C'est ça. Et donc c'était fabuleux de faire ça. Bon, donc ça t'amène la notoriété, mais en même temps, tu es directement, puisque tu vas publier dans Nature et Science, tu es directement en fait sous la loupe de toute la communauté qui va se dire, c'est cette méthodologie que je veux utiliser. Ouais. Et donc, si elle est fraudée, tu le vois tout de suite. Mais ce qui est assez étonnant et inquiétant, justement, dans le cas que tu cites, c'est que les co-auteurs qui étaient présents dans l'Institut, quand il y a quand même une découverte miracle, on a envie d'en savoir plus sur le miracle, de vérifier quand même. Or, ça n'a pas été le cas. Où tu peux avoir envie, il y a un exemple sur la Covid que je peux te donner, mais tu peux avoir envie de mettre en avant la notoriété plutôt que la réalité scientifique. Ah, tout à fait. Je suis entièrement